De par la situation géographique de notre département, on peut y compter de nombreux ouvrages militaires datant de la Seconde Guerre mondiale. Au travers les fortifications italiennes se situant dans le secteur 3 et plus particulièrement la région d'Isola, nous allons suivre les événements qui s'y sont déroulés durant cette période. Dès 1934, les autorités italiennes commencent à fortifier la région dans la commune d'Isola. En 1935, les montagnes pastorales deviennent zones militaires. Leur accès est interdit. Les Italiens construisent routes et casernes. Ils réalisent des chemins muletiers afin de faciliter l'acheminement de matériel nécessaire à la construction des ouvrages militaires, mais également au déplacement des troupes. Des murs de soutènement, des tunnels. Les mules étaient largement utilisées, même dans cette guerre mécanisée. Elles furent éprouvées par les combats, les mines et le feu de l'artillerie. L'artillerie alliée, tirant à vue mais aussi au son, les mulets furent les premières victimes de ces tirs, suscitant sentiments de colère et d'amertume à la vue du massacre de ces animaux. Partons à la visite de l'ouvrage qui marque l'arrivée à la station d'Isola 2000, le fort du Chastelar. À la différence de l'armée française qui donnait des noms géographiques à ces ouvrages, les constructions italiennes obéissaient à une nomenclature plus complexe basée sur la numérotation. Voici donc Opéra 8. Pénétrons dans celui-ci. Le massif en béton présent dans la grande salle à l'entrée de l'ouvrage laisse supposer qu'il était prévu de faire partir un téléphérique depuis celui-ci. Mais l'entrée de l'édifice ne semble pas le permettre. Probablement par manque de temps, celui-ci n'a pas été terminé. Nous allons le découvrir d'ailleurs au cours de notre visite. Dans la nuit du 31 au 1er septembre 1943, les patriotes italiens partent en patrouille vers l'ouvrage du Chastelar. Les Allemands qui occupent les lieux, suite au retrait des troupes italiennes du conflit, les laissent approcher puis ouvrent le feu. Un seul homme est blessé, un isolien qui servait de guide. L'organisation italienne ne connaît pas le système intégré de la ligne Maginot française. Elle ignore la notion de bloc, ainsi que la structure des cloches et des tourelles. Elle s'appuie sur un système de diffusion de blocos isolés, un réseau très dense et très resserré d'ouvrages se couvrant les uns les autres. C'est un dispositif de quadrillage de zone de façon à ne pas laisser de points dégarnis. À la différence des casemates françaises, qui étaient toutes de petite dimension avec un armement réduit, une simple casemate en Italie pouvait être de taille imposante avec des bouches à feu importants. Des armes de tout calibre, de simples mitrailleuses au canon de 75 pouvaient équiper les blocs en fonction de leur importance. Nous arrivons à un endroit particulier de l'ouvrage, puisque celui-ci est en partie inachevé. L'escalier qui devait servir de liaison entre les blocs nord et le bloc sud n'a jamais été réalisé. La galerie demeure toutefois praticable, même si l'équipage qui composait le blocos devait avoir du mal pour rejoindre les deux extrémités de l'ouvrage. Car on appelle équipage le personnel d'un blocos, par analogie à l'équipage d'un sous-marin. Nous atteignons le bloc nord qui fait face à l'oratoire de Sainte-Anne, sur l'ancienne route d'accès à Chastillon. À proximité se trouve une caserne, car contrairement aux ouvrages militaires français, les ouvrages militaires italiens ne disposaient pas de chambres intégrées. Les soldats étaient contraints à tour de rôle de faire un séjour en caserne. Il s'agit d'un bâtiment à un seul niveau, construit en maçonnerie, adossé d'un côté au terrain, avec une toiture plate en béton armé. Il est à noter que toutes les casernes sont construites sur le même système. Direction le col de la Lombarde. À la différence des Français, les Italiens étaient maîtres dans l'art du camouflage des blocos. Lorsqu'ils en ont eu le temps ou que les hostilités n'ont pas interrompu les travaux, de nombreux blocs bétonnés ont été recouverts d'une couche de pierre pour mieux les dissimuler dans le paysage. L'ouvrage est réparti sur 3 niveaux, accessibles par 2 entrées. Il est composé de 3 blocs, reliés entre eux par un petit réseau de galeries souterraines. 2 blocs d'observation et un bloc de combat. Il était armé de 2 mitrailleuses et 3 fusils mitrailleuses.
Contrairement aux ouvrages français qui étaient en béton armé, les ouvrages italiens ne l'étaient généralement pas. Cette rareté du fer s'explique également par le faible nombre de cloches cuirassées sur les ouvrages italiens. À cause de leur mauvaise ventilation, des canaux avaient été réalisés par endroits. Une tour d'observation active sur 4 secteurs, accessible depuis une échelle métallique, domine l'ouvrage. Le bloc observatoire est un massif hémisphérique de béton non armé, percé de 4 créneaux de visée, développant un champ d'observation total de 250 degrés, surveillant les approches sud du col et la cuvette d'Isola 2000 jusqu'à la tête Mercier. La galerie, en plein cintre, de 85 cm de large pour la circulation, s'élargit par endroits à 3 mètres pour constituer le casernement et les magasins. Un artilleur allemand raconte que par beau temps, entre 12h et 14h, il se faisait bronzer. Du 25 au 28 février 1945, les forces aériennes françaises bombardèrent les postes italiens protégeant le col de la Lombarde. Ce fut un échec car les fortins évacués durant l'alerte aérienne furent réoccupés immédiatement après le passage des avions. À proximité se trouve un ouvrage de plus petite taille composé de 3 casemates. Recouvert de pierre, il se confond parfaitement avec son environnement. Cette fois-ci, nous prenons la direction du col Mercière. Au-dessus du bâtiment qui servait de caserne aux militaires italiens se trouve l'arrivée d'un ancien téléphérique. Plus bas que le col Mercière, une croix longe la piste de Salaise. Le 15 juin 1940, le lieutenant de service Luca Giovanni, Tonini Luciano et Pedrazzini Vittorio déclenchent accidentellement une mine anti-char. Luca, gravement blessé, trouve le courage avant d'expirer de rejeter le porteur et l'infirmier qui se portaient à son secours, les encourageant à prendre soin de ses camarades. Les ouvrages les plus hauts du secteur se trouvent vers le mont Saint-Sauveur. Malgré une altitude à près de 2800 mètres, les lignes de barbelés étaient encore nombreuses. Les bombardements allemands étaient facilités par la possession d'excellents postes observatoires dominant la vallée sur toute la ligne de crête, tirant ainsi sur tous les véhicules se déplaçant. Le 24 octobre, les Américains déplacèrent leur obusier de 155 mm à Saint-Sauveur-sur-Tinée et commencèrent à installer des champs de mines et des positions défensives afin de bloquer le vallon de Chastillon par lequel les Allemands pouvaient s'infiltrer. Sur les ouvrages du Mont Saint-Sauveur, nous pouvons remarquer le génie en matière de camouflage de l'armée italienne. Pour imiter les rochers, les blocs avaient été recouverts de toiles métalliques tendues recouvertes de ciment. Le 3 novembre 1944, une patrouille américaine de reconnaissance composée de 4 hommes, guidée par un soldat du bataillon Corniche 24, disparut au nord du hameau de Molière à la tête de Roubine, capturé par les forces italiennes. Le même jour, une patrouille de reconnaissance dans le vallon de Chastillon attaqua le Planet occupé par les Allemands. Ce fut un échec et la patrouille américaine dut se replier avec 2 blessés.
Sur Merlier, on peut trouver un nombre important de vestiges du téléphérique militaire. L'hiver 44-45 fut particulièrement rude, l'un des plus froids du XXe siècle. La neige apparut dès la fin septembre sur les hauts sommets à partir de 2000 mètres. Dès le 5 octobre, les opérations devinrent particulièrement difficiles, la neige tombant en abondance. Les soldats avaient de la neige jusqu'aux genoux, l'eau était gelée et le ravitaillement par mulet devenait impossible. Les troupes ne purent utiliser les nombreux téléphériques ravitaillant les ouvrages car ceux-ci avaient été sabotés par les partisans italiens. Fin novembre 1944, le ravitaillement nécessaire ne put parvenir aux postes les plus élevés. Certains d'entre eux furent abandonnés en raison des risques d'avalanche. Les obus ne purent alors plus être transportés, causant l'arrêt de la plupart des missions de bombardement. Passons le col de la Lombarde. Côté italien aujourd'hui se trouve la batterie du 162e, située juste derrière la ligne défensive. Elle était composée d'un dépôt d'artillerie, de magasins et de salles de service. Suite à de précieux renseignements de prisonniers italiens capturés la veille, il fut décidé de monter une opération pour prendre par surprise la garnison italienne des ouvrages du Losfer. Celle-ci fut menée afin de s'assurer de la possession des lignes de crête nord-est du vallon de Chastillon. Au petit matin du 14 avril, une compagnie du bataillon étranger attaquèrent les fortins italiens dans la région des lacs du Losfer, sous couvert de la nuit. 2 sentinelles furent blessés et la garnison du fortin, soit 70 hommes, furent capturés. La résistance étant brève, vu que la majeure partie des troupes ennemies étaient au lit. Par cette action, les Français réussirent pour la première fois à prendre pied sur la crête, menaçant gravement le dispositif de défense ennemi dans son ensemble. En avril 1945, l'état-major français avait pour objectif de reprendre Turin, mais il fut confronté à la difficulté de trouver un col accessible vers la plaine de Pau en direction de Cuneo et de Turin. Par le col de Tende, tous les ouvrages de la vallée de la Roya avaient été détruits, rendant impraticable cet itinéraire, et les énormes destructions de la route du col de l'Arche enlevaient tout espoir d'utilisation de ce passage dans des délais aussi rapides que possible. Le lieutenant-colonel de Saint-Hillier, seule personne à s'être rendue avant-guerre dans le secteur de Chastillon pour y avoir commandé une section d'éclaireurs skieurs et avoir même braconné de 1935 et 1936 sur le territoire italien, suggéra un autre plan d'attaque au général Gabré, emprunter le col de la Lombarde allant d'Isola à Vinadio. Cet itinéraire n'avait pas été pris en compte par le service de renseignement allié. La route partait d'Isola pour remonter le vallon de Chastillon. L'artillerie italienne était alors concentrée principalement dans le secteur du col de l'Arche, important point de passage menant dans la vallée de l'Astour. Le 24 avril, les premières unités commencèrent à arriver à Isola en vue d'une attaque prévue le 26. Le génie commença à colmater les coupures sur la piste menant au col, alors que la neige tombait encore. De nombreux obstacles empêchaient toute progression, et les chasse-neige furent remplacés par les bulldozers. Les hommes arrivèrent au col de la Lombarde dans des conditions précaires, dans une véritable tempête de neige. Les mules s'enlisèrent dans la neige jusqu'au poitrail, d'autres restèrent coincés. Des traîneaux furent improvisés pour descendre munitions et armements. Le 29 avril, les travaux de déneigement continuèrent. L'épaisseur de neige atteignait encore les 2 mètres. Le lendemain, les premières troupes purent passer le col qui n'était pas encore déblayé. Ce n'est que le 1er mai que le col de la Lombarde fut ouvert aux véhicules lourds. Il fallait alors 7h30 de trajet pour faire Isola, col de la Lombarde, Vinadio.
Fort et caserne, le régiment italien de la garde à la frontière du 33e régiment d'infanterie réalise sur le plateau du Chastillon, le front de neige de la station d'Isola 2000 aujourd'hui, une chapelle qui portera le nom de Notre-Dame à la garde à la frontière. Construite en 1936, elle sera inaugurée en 1938 par son Altesse le Prince du Piémont. Après-guerre, le conseil municipal propose de transformer le site de Chastillon en centre sportif été-hiver, mais ce n'est qu'en 1947, avec le traité de Paris, qu'Isola pourra récupérer les terres que s'était appropriées le gouvernement italien. C'est avec la réalisation de la route qui mène à la station d'Isola 2000, qui entraînera la suppression d'un ouvrage religieux sur son parcours, que la chapelle de Notre-Dame de la Garde à la frontière se verra rebaptisée Notre-Dame de Vie, nom de l'oratoire qui avait été supprimé pour réaliser le futur accès routier à la station d'Isola 2000.